Puis les clients ont travaillé là-dessus. Travaillé longtemps, là, travaillé 1 an et demi, 2 ans là, sur un projet. Puis ils me demandent, est-ce que tu pourrais nous faire la façade du bâtiment? Puis là, je leur dis, ouais, je peux faire la façade du bâtiment, mais en général, un concepteur s'occupe de faire tout, l'intérieur, l'extérieur, pour avoir une cohérence. Puis là, elle dit, oh, ben, on a déjà notre intérieur. Puis là, je lui dis, bon, ben écoute, j'aimerais voir ce que tu as. Elle m'envoie les documents. Puis là, je me rends compte qu'il y avait un bout de terrain là, qui était comme... perdu. Perdu, puis si on le démolit, on le perdait. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, pour notre émission de Réseau Terrain, le podcast d'aujourd'hui reçoit M. Mario Adornetto, concepteur architectural de renom, qui est avec nous comme invité. Bonjour Mario. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. On est très heureux de t'avoir dans nos bureaux aujourd'hui. Vraiment, en plein centre-ville de Montréal, fait que de la Rive-Nord au downtown. Très bel endroit en passant. Merci beaucoup Mario. Écoute Mario, on te reçoit aujourd'hui. On fait un podcast spécialisé sur le terrain. On reçoit énormément d'invités dans le podcast. Puis toi, tu es un de nos invités, d'ailleurs très spécial. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que nous autres, après le fait que je te reçois comme invité, tu es aussi mon client. On travaille ensemble. C'est le fun. Puis toi, dans ton métier, moi, ce que j'aimerais présenter un petit peu au public aujourd'hui, c'est qui Mario Adornetto? Tu sais, tu as quand même un très beau background, tu as une très grande expérience, tu as travaillé énormément et œuvré énormément dans le développement immobilier. Ouais. Tu joues une partie très importante dans un développement. Puis, tu as aussi un produit que tu offres au marché qui est différent de tout ce qu'on voit actuellement. Puis moi, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ces choses-là. Avant ça, tu sais, Mario, quand on dit concepteur architectural, c'est quoi ça, Mario? Bien, en fait, c'est que concepteur, je ne suis pas architecte, je ne suis pas technologue en architecture. Pour faire un historique, comment que ça a débuté tout ça? À l'âge de 17 ans, je voulais aller au cégep en graphisme, puis finalement, ça ne l'a pas donné. Durant l'été, j'ai commencé à faire une job-in, du lettrage sur un véhicule. Puis, suite à cette expérience-là, je me suis dit... il doit sûrement y avoir des entreprises qui font du lettrage. J'ai fait le tour des bottins téléphoniques pour voir qui pouvait m'aider dans le domaine parce que j'avais fait un lettrage, puis je voulais avoir une idée de prix, comment que ça coûtait faire l'ouvrage que j'avais fait. Ouais. Puis, tout bonnement, j'en ai appelé quelques-uns, puis j'en ai appelé un qui a dit, écoute, il dit, t'as quel âge, toi? Il posait des questions. Il était très intéressé qu'un jeune s'intéresse au domaine. Donc, il dit, je serais intéressé de te rencontrer. Puis, finalement, j'ai été le voir, puis il m'a engagé. Puis, j'ai commencé à travailler pour eux, cette entreprise-là. Puis, après quelques temps, 1 semaine, 2 semaines, il dit, Mario, il dit, tu as une bonne attitude, mais tu n'as pas assez d'expérience. Il faudrait que tu ailles chercher de l'expérience ailleurs. Quand tu auras de l'expérience, reviens nous voir, puis on va te réengager, puis ça va bien aller. Puis là, je dis, ben oui, parfait. J'ai quitté, j'ai fait l'application ailleurs. Puis, ce move-là m'a fait réaliser que pour avoir de l'expérience, je devais me promener. Oui. Donc, j'ai été dans le domaine du lettrage pendant environ 10 ans. Oui. Puis, mon kick était de travailler pour une firme, d'apprendre, de quitter, d'aller ailleurs. Puis ça, j'ai fait ça une 12aine de fois. Oui. À un moment donné, j'ai eu un poste de dessinateur, concepteur pour une grande firme d'enseigne qui était Enseigne Trans-Canada. Puis, j'étais dans leur département à dessiner des plans d'enseigne. Puis, à un moment donné, j'entendais des représentants dire toujours « On n'a pas eu la job, c'est Claude Néon qui l'a vendu ». Claude Néon était une entreprise, c'était le summum des fabricants d'enseignes. Puis, les représentants disaient « Ah, on n'a pas vendu la job parce que Claude Néon est arrivé avec un dessin tellement beau que les clients n'avaient pas le choix, ont acheté chez Claude Néon parce que le dessin était beau, même si l'enseigne était plus chère. » Puis là, je me suis dit « Il faut absolument que je travaille chez Claude Néon. Il faut que j'apprenne le métier. » Donc, je les ai appelés.
Là, ça ne fonctionnait pas la première shot. Je les ai rappelés, ça ne fonctionnait pas. Je les ai appelés pendant 1 an de temps. À un moment donné, ils ont dit, Mario, il y a eu une ouverture, congé de maternité, tu peux venir travailler pour nous. J'ai travaillé pour eux 3 ans. J'ai appris à dessiner avec de l'émotion. Parce que Claude Néon, leur force était de vendre des enseignes avec des dessins bien organisés qui faisaient en sorte que les clients tombent en amour avec. Puis on sait que tout ce qui est vente, tout passe par l'émotion. Que ce soit une sacoche, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, que ce soit n'importe quoi, vrai. tout passe par l'émotion. Donc, chez Claude Néon, j'ai appris, avant de dessiner, avant d'apprendre à dessiner, j'ai appris l'émotion, comment ça fonctionnait. Puis, j'ai développé chez Claude Néon une expertise. J'étais un des favoris concepteurs chez eux. Puis, à un moment donné, j'ai quitté cette entreprise-là pour partir à mon compte dans le domaine du lettrage. Puis, je dis à ma copine de l'époque, je lui dis j'ai quitté Claude Néon, je vais faire du lettrage. Elle a dit, Mario, elle dit, c'est parce qu'on vient d'acheter une maison, ça n'a pas de bon sens, là. On va faire quoi, là? C'est un risque. C'est un risque, c'est un gros risque. Puis là, je lui dis, faites-en pas, ça va bien aller. Il y a un garage attaché à la maison, je vais faire du lettrage dans le garage, puis tout va bien se passer. Puis, durant la semaine d'après, je vois un journal local, cours de dessin de bâtiment. Puis là, je me suis dit, chez Claude Néon, quand j'étais là, je dessinais des enseignes, puis souvent, pour que l'enseigne soit belle, je mettais un overlap sur le bâtiment, puis j'améliorais le bâtiment. Je donnais une suggestion. Puis là, je mettais l'enseigne sur le bâtiment avec le choix de tel quel ou avec les améliorations. Puis, évidemment, c'était efficace. Ce côté-là était hyper efficace. Puis là, je me suis dit, dans le fond, je vais aller suivre un cours en dessin de bâtiment, je vais comprendre comment une maison est construite. L'assemblage, les 2x4, les trosses, les poutrelles, les murs de fondation. Je vais apprendre la composition. Donc, je vais suivre ce cours-là. Puis là, je dis à ma conjointe, je vais aller suivre un cours en dessin de bâtiment. Elle dit, Mario, c'est parce que tu as 27 ans, ça n'a aucun sens, là. Là, je dis, non. Je vais aller suivre mon cours en dessin de bâtiment. Je veux devenir le Claude Néon des plans de maison. Je veux que les gens n'aient pas le choix de venir me voir parce que les maisons vont tellement être belles. Donc, j'ai suivi mon cours. Ça a été pour moi une année dans ma vie la pire parce que je travaillais toujours, puis ça allait bien. Côté les entrées de fonds allaient bien, mais là, quand tu vas à l'école, c'est une autre chose. Là. Donc, j'ai fait ma formation d'1 an sans savoir où est-ce que ça m'amènerait. À la fin de la formation, je me suis dit, non, je ne veux pas travailler pour une firme, je veux vraiment travailler à mon compte. Donc, je vais partir mon bureau de conception. Ça n'a pas été long. Ça a pris 1 mois. J'ai commencé à faire 1 plan, 2 plans. Puis instantanément, ça a été des winners. Ça a été quelque chose là, de très fort. Puis là, les gens se demandaient dans le monde de l'habitation résidentielle, dans la région là, de Rive-Nord, Longueuil, Québec, il se passait de quoi? Il y a un nouveau concepteur de maison qui est arrivé avec des idées nouvelles, avec une façon de présenter qui était différente de ce qu'on est habitué de voir. Je n'avais jamais travaillé pour une firme, donc je suis arrivé avec ma vision, ma façon de présenter, puis ça a été un succès. Puis, avec les années, bien, j'ai engagé des gens, puis là, j'ai formé une équipe. Puis là, mon but était de faire des belles maisons, puis je voulais que les entrepreneurs qui construisent les maisons constate que c'était un produit de qualité. Le client le voyait tout de suite. Là. Il faisait des ventes. Puis là, un moment donné, il y avait des revues à l'époque dans le domaine de l'habitation que les gens pouvaient se procurer un petit peu partout. Puis il y avait beaucoup de publicité, beaucoup de maisons dessinées par moi. Donc, ça faisait comme un engouement. Ça a été très fort. Puis, j'ai œuvré dans le monde de l'architecture là, pendant 25 ans. Puis, ça a toujours été dans un agrément parce que les gens qui venaient me voir, c'était des clients qui étaient prêts à venir me voir. Souvent, les gens s'assoyaient devant moi puis ils disaient « Monsieur Adornetto, on est rendu à notre 4e maison, puis là, on ne veut pas se tromper.
ça fait longtemps qu'on veut venir vous voir, mais on savait que vos prix étaient différents, un petit peu plus chers que les autres, donc on n'avait pas les moyens quand on était plus jeune, mais là, on est prêt puis on ne veut pas se tromper. Exactement. Donc, dans ma carrière d'architecture, j'ai toujours eu des beaux mandats parce que les gens étaient là pour les bonnes raisons. Là. Puis ma vision était de leur offrir le meilleur de ce que je pouvais faire là, au niveau là, de la conception, la composition intérieure, les élévations extérieures. Puis j'ai toujours eu une vision au niveau de l'habitation de faire des choses qui sont belles aujourd'hui, demain et après-demain. C'est important parce qu'on bâtit pour l'avenir. On ne Absolument. bâtit pas uniquement pour les besoins d'aujourd'hui. Ça, c'est un défi qu'on est en train de voir dans les dernières années. Les développeurs, les constructeurs sont en train de se rendre compte de ça. Oui. À mon avis, il fallait qu'ils s'en rendent compte il y a beaucoup plus longtemps que cela. Parce que maintenant, c'est en train de devenir un défi, surtout dans l'optimisation des immeubles existants. Oui. On a énormément de difficultés aujourd'hui à aller optimiser architecturalement parlant des immeubles existants versus des immeubles plus récents qui vont être plus faciles à optimiser dans 10 ans, dans 15 Absolument. ans, dans 20 ans. Ça fait partie d'un processus qui est très important. Puis moi, ce que j'aime dans ce que tu fais, Mario, c'est justement, tu étudies tout ça. Là, on a compris un petit peu qui est Mario Adornetto en arrière de ses beaux dessins, puis en arrière de ce concept-là. Le concept que tu fais, c'est que dans le fond, toi, tu es là pour non seulement préparer un projet, tu es non seulement là pour donner une image sur une vision, mais aussi donner des mesures précises et des lignes directrices pour un projet. Parce que ça, c'est une partie qui est très importante pour un constructeur, un développeur, qu'importe le projet, que ce soit un projet de une maison ou 200 maisons. Parce que si on construit une maison, toi, Mario, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le terrain, l'environnement de cette maison-là et tu vas t'inspirer de ça pour créer. Absolument. Tandis que si tu as un développeur qui vient te voir pour aller développer une centaine de maisons sur un projet, bien, tu vas devoir non seulement regarder l'environnement du projet et adapter les maisons l'une à l'autre. Absolument. Et répondre aussi aux besoins de pas un client, mais d'une clientèle. Exactement. Donc, tu vois, tout ça, c'est des petits détails spécifiques que toi, tu sais travailler. C'est ça que j'aimerais comme un petit peu apporter de la connaissance du public à ton travail, parce que je pense qu'aujourd'hui, les constructeurs-développeurs sont de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients de ces choses-là, de plus en plus ouverts aussi à aller chercher les besoins spécifiques de la future clientèle. Ils sont en train de devenir de plus en plus proches à leurs clients. Puis je pense que ce que tu fais aide encore plus à ça. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu dans le processus de tout ce que tu fais, moi, j'ai vu ton travail, j'ai vu comment tu travailles avec les gens. J'ai la chance aussi de travailler sur un des projets que tu fais, que tu as bâti de A à Z, que tu as conceptualisé, qui maintenant est en train de changer complètement. Puis aujourd'hui, on s'adresse à un public de développeurs, de constructeurs, d'investisseurs et notre sujet principal, c'est le terrain. Puis moi, je pense que toi, tu es un acteur principal dans le développement d'un terrain parce que tu es la première personne qui va aider l'investisseur, l'acheteur, le constructeur à visualiser. Mais aussi, tu as des projets sur lesquels on va bâtir, on va conceptualiser, mais finalement, ces projets-là changent complètement parce qu'il y a des règlements, il y a des zonages, il y a des choses qui viennent en ligne de compte. Si on prend l'exemple de la propriété que j'ai en vente avec toi, ta propriété que tu as bâtie, qui est d'ailleurs une propriété extrêmement, extrêmement étudiée au peigne fin, donc moi, j'ai eu la chance de visiter. C'est une propriété qui a été imaginée pour tous les gestes que quelqu'un peut avoir en habitant dans la propriété. C'est une propriété où est-ce que tu as mis énormément de temps, énormément d'argent, mais maintenant, cette propriété-là est en train de devenir autre chose parce qu'il y a un changement de zonage qui s'en vient. Parle-nous un petit peu de ça. Au départ, quand j'ai acheté le terrain où ma maison est située, c'est que je voyais une opportunité de construire une maison unifamiliale annexés à des bureaux, mais des bureaux relativement discrets. Le but n'était pas de faire un bâtiment
public était de créer un bâtiment qui donnait l'impression d'une vieille maison qui était comme adaptée. Donc, j'ai conçu un bâtiment qui donne un peu une allure européenne, française, un peu. Je voulais donner l'impression que c'était une maison qui était riveraine, que j'ai acquis, que j'ai adapté, modifié. Mais en réalité, elle est toute neuve, là. Les gens, quand ils se présentent, ils ont l'impression qu'ils essayent de chercher les dates de construction, mais en réalité, ça s'est fait one shot. Puis, l'idée était de faire un bâtiment principal, de faire des annexes et de faire comme des dépendances, d'allure écurie un peu. Donc, c'était un peu le thème que j'avais. Puis, j'ai construit cette maison-là. Puis, récemment, on a su que 15 ans plus tard, on a su que la ville avait des plans différents de zonage. Donc, je me suis dit, ça serait dommage de mettre à terre cette maison-là pour construire une tour de 6 étages. La première idée qui m'est venue était de garder le cœur du bâtiment, de garder un peu, si on veut, on revient à l'émotion. Cette maison-là, elle a une belle émotion, elle a une belle âme, elle a une belle configuration. Puis cette configuration-là, bien, elle peut perdurer dans le temps. Je me dis, si on fait un amalgame de ce bâtiment-là avec une structure plutôt cubique pure en hauteur. Je suis propriétaire aussi d'un terrain voisin qui est un duplex qui est inhabité, mais qui fait partie de l'ensemble. Puis, ce bâtiment-là, lui, on le démolirait, puis on serait en mesure de construire une section garage, une section 6 étages, très contemporain, puis on ferait un amalgame de contemporain avec traditionnel. Donc, il y a une matière à faire un bâtiment qui serait original, qui serait unique, intemporel. Souvent, la beauté des bâtiments, des fois, quand on part de scratch, on arrive avec une idée puis une solution. Là, on a une contrainte. La contrainte est le bâtiment existant. Puis, ce qu'il fallait faire, c'est de trouver une solution pour le conserver. Donc, j'ai fait une proposition qui fait en sorte de faire un environnement invitant. Puis, je l'offre à celui le nouveau propriétaire là, qui voudrait faire l'achat du site au complet. Je pense que ça serait un avantage et ça serait un site là, exceptionnel là, pour la clientèle là, qui visiterait C'est sûr et certain. Puis, il ne faut pas oublier que le produit est situé dans un secteur très prisé, qui est situé aussi en bord de l'eau. Donc, il va y avoir une vue sur l'eau. Donc, quelqu'un qui va venir redévelopper ce site, soit en gardant la propriété existante ou en l'enlevant, dans les deux cas, il va avoir une plus-value parce que le site est exceptionnel, la situation géographique, puis la vue. Il y a aussi une clientèle qu'on voit dans ce secteur-là qui est de plus en plus une clientèle je te dirais, de premier choix, qui va être attiré par un projet unique, différent, atypique aussi dans ce secteur-là. Donc ça, c'est un exemple d'un projet à redévelopper. C'est pas un projet facile, ça, Mario. C'est un projet qui est différent du développement qu'on voit à tous les jours. Donc, tu sais, des gens qui vont acheter des terrains, qui vont les développer from scratch, qui vont aller faire toutes les études et bâtir selon ce qu'ils désirent. Ici, c'est un projet qui est différent. Soit on recommence à zéro et on perd une certaine valeur, mais qu'on va devoir payer en tant que constructeur ou développeur, ou on garde la propriété et on l'adapte à un nouveau redéveloppement pour venir faire un projet unique, atypique. C'est sûr et certain que dans les deux solutions, le projet ne coûtera pas la même chose. Et dans les deux solutions, on va avoir différents types de rendement, différents types de résultats et différents types de clientèle. Absolument. Parce que si on prend le site au complet, on démolit la maison qui a beaucoup de charme et qui a beaucoup de cachet, on recommence à zéro, on peut y aller comme on veut. On peut s'adresser à un investisseur qui va être, lui, un investisseur axé sur l'optimisation, axé sur le rendement et axé sur le résultat, axé aussi sur la maximisation.
Donc, cet investisseur-là est le bienvenu. Deuxième investisseur qui, lui, est un investisseur peut-être avec un peu plus d'émotion, qui se cherche à aller chercher des projets atypiques, uniques. Il y a certains constructeurs qui, eux, aiment avoir une signature sur le projet. Absolument. Ceux-là vont voir le potentiel de la maison existante, essayer de réimaginer un petit peu comment pouvoir garder une partie de cette propriété-là et la réadapter et en montant en haute densité. Ce qui est le fun, c'est que Mario, toi, quand tu as acheté cette maison-là, il y a 15 ans, tu ne savais pas que ça allait s'en venir. Puis c'est ça le terrain. C'est ça, en fait, la magie du terrain. Absolument. C'est la plus-value. Puis je pense que si le projet se réalise, j'ai l'impression que ça donnerait un ton différent sur le chemin de la Grande Côte. Définitivement. Parce que souvent, les municipalités, quand ils partent d'un projet, c'est souvent le premier qui construit, qui donne le ton au suivant. Oui. C'est un petit peu dommage là, que ça soit ainsi parce que je pense que les villes devraient se pencher sur des solutions à long terme, de faire des bâtiments en lien. On en a jasé la dernière fois, puis j'aimais beaucoup ça. Puis faire des bâtiments en lien, ce que ça crée un environnement pour celui qui achète et ça crée une certaine sécurité. Là, on parle de bâtiments en hauteur, là, du multilogement. Récemment, j'ai eu un appel d'un type, puis ce type-là, lui, il veut développer, il y a un site à Saint-Sauveur, un restant de projet, un magnifique projet. Puis, il a eu la chance d'avoir 14 terrains dans ce site-là. Puis lui, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une belle clientèle? Puis, il jasait avec un ami, puis finalement, ils se sont dit, ça serait peut-être intéressant de se merger avec un architecte, un concepteur, pour arriver à une solution. Puis finalement, ils ont fait une recherche, puis ils m'ont choisi pour le projet. Mon mandat est de concevoir 14 maisons différentes, adaptées aux clients, adaptées à la forme du terrain, la topographie, l'orientation du soleil. Mon but est de faire une rue intéressante pour que le client 7 soit content du voisin 8 et du voisin 6. Un coup que la rue va être faite, évidemment, ça va devenir une rue intéressante parce que là, il va y avoir un contrôle, un concepteur, une vision va faire en sorte qu'il va y avoir une cohérence. Malheureusement, au Québec, on n'a pas ce genre d'interaction-là. Les gens sont individualistes, ils font leurs propres choses, mais puis des fois, les résultats ils sont douteux, puis un résultat douteux fait en sorte que ça ne fait pas long terme. Là. Ça fait le temps de construction, puis après ça, les gens ils se lassent. C'est un petit peu comme on voit en Europe, une certaine fluidité dans la construction, et cohérence, dans les rues, la cohérence, c'est ça. C'est ça. C'est quand tu marches en Europe, dans les villes. Moi, j'aime une ville que j'aime donner en exemple, c'est Vienne. Oui. C'est incroyable comment c'est très cohérent, malgré que ça a été bâti il y a plusieurs centaines d'années dans certains quartiers à Vienne. Puis c'est cohérent jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Ça a été bâti en pensant à demain. Puis c'est ça aussi qu'on regarde de plus en plus devenir une tendance actuellement dans le marché. Oui. Les constructeurs et les développeurs sont en train d'intégrer la cohérence. Oui. On n'en voyait pas beaucoup avant. Puis, tu sais, on va dans un quartier, tu rentres, tu sais, mettons, je donne un exemple, tu rentres un quartier à Montréal qui est un pur exemple de ça, qui a eu beaucoup de développement dans les dernières années, Ville-Saint-Laurent. Oui. Ville-Saint-Laurent, ça paraît, tu es capable, en roulant en auto, là, Mario, de dire ça, c'est un constructeur, ça, c'en est un autre, ça, c'est un autre, ça, c'est un autre, ça, c'est un autre. Et ça, là, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien pour l'urbanisation d'une métropole. Absolument, absolument. Et puis c'est malheureux. Oui. Il y a beaucoup de simili-châteaux faits, mettons, comme ça vient, là, sans recherche. Ça. Oui, définitivement. Puis on regarde Westmount, où ce que tout est beau, tout est noble. Oui. Les produits, les gens n'ont pas le choix. Ils prennent des pierres naturelles, ils prennent des briques d'argile, ils prennent des matériaux nobles. Ce que ça crée un environnement qui perdure dans le temps. Exactement.
il y a beaucoup de projets domiciliaires qui se sont construits, oui. Je dirais, là, quand j'ai commencé à faire de l'architecture, là, 25 ans, ça a comme poussé les grandes maisons, les grosses maisons. Oui. Puis, à l'heure qu'on se parle, 20 ans plus tard, les gens sont pris dans le... Si la maison n'a pas été bien dessinée à l'extérieur et à l'intérieur, puis qu'elle n'a pas eu des produits nobles, les gens achètent ces maisons-là, redécorent l'intérieur, ils vont mettre des grosses sommes, là, des sommes de 400, 500 000 pour redécorer l'intérieur, puis advenant que l'extérieur n'est pas joli, il y a un problème, là. L'investissement du 500 000 qu'ils vont mettre va faire en sorte que la maison, elle n'aura pas de plus-value. Si, là, 20 ans, la maison elle a été conçue adéquatement à l'extérieur, aujourd'hui, pour la remettre au goût du jour, il n'y a aucun souci de mettre 500 000, de mettre 700 000, parce que la valeur de la maison globale fait en sorte que ça le supporte. Donc, tu peux prendre une maison qui a été d'un style manoir, conçue avec des belles proportions, des produits nobles. Aujourd'hui, on peut la rendre hyper contemporaine en dedans. Au goût du jour. Puis l'amalgame se fait à merveille. Et le gap entre l'investissement qu'on fait intérieur versus la structure et l'apparence extérieure font que la propriété ne perd pas de valeur. Exactement. Puis ça, malheureusement, là, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de notion de ça. Oui, c'est vrai. Les gens, ce ils faisaient comme ça venait, puis ils allaient là... Oui. Ça, c'est un point tellement important, Mario, que tu jases, parce que souvent, des fois, on achète des propriétés, puis on veut mettre ça à notre goût, parce que peut-être que c'est plus au goût du jour, c'est ancien, c'est démodé, ou peut-être que c'est même juste pas adapté à la vie d'aujourd'hui. Puis on voit des gens faire des rénovations très coûteuses dans des maisons. Au moment de la revente du produit, la valeur n'est pas là. Exactement. Et on n'est pas capable d'aller récupérer le potentiel versus le marché au moment où est-ce qu'on met la vente. Ça, c'est une erreur qui est grosse faite. Erreur. Très grosse erreur. Puis c'est pour ça qu'on voit des propriétés sur le marché actuellement qui sont à des prix très élevés par rapport à leurs concurrents et leurs comparables, qui font en sorte qu'il va falloir aller trouver un acheteur qui va être très difficile à trouver parce que ça va être l'acheteur qui va avoir un coup de cœur uniquement, qui va payer pour ça. Et ça fait en sorte qu'au final, c'est un projet qui n'a pas été pensé sur le long terme. Exactement. Moi, ce que j'aimerais savoir, Mario, dans ton expérience à toi, comment tu fais pour choisir un terrain? Tu sais, c'est quoi un terrain pour toi qui fait en sorte que quand tu le vois, tu dis « ça va bien, ça, c'est bon ». C'est quoi les points importants qui font en sorte qu'un terrain est bon à développer pour toi? Dans le résidentiel, c'est sûr, le secteur a un rôle important. Les terrains riverains, ça a une plus-value, ça va de soi. Quelqu'un qui investit des sous sur un terrain riverain, c'est garant ça ne se développe pas des terrains riverains. On y va dans cette direction-là pour le bien les projets qui ont une cohérence. Le projet de Saint-Sauveur que je parlais tantôt, c'est un projet où le promoteur, quand il a parti le projet, il s'est dit on va faire des maisons de tant de pieds carrés. Il va y avoir des grands espaces. Le projet a été parti dans cette direction-là. Tous les résidents qui habitent ce secteur-là, c'est un peu un secteur qui nous déstabilise. Quand on arrive dans le projet, c'est en montagne. À chaque tournant, il y a une surprise. Il y a comme un vallon, il y a comme une montagne, il y a comme Puis, les maisons, évidemment, sont adaptées dans cet environnement-là. C'est sûr que l'acheteur d'un terrain dans un site similaire, c'est garant de succès. C'est que la suite se fait automatiquement là, dans le sens Dans le fond, quand tu parles de ce projet-là, moi, ce que je comprends un petit peu à travers tout ça, c'est que chaque terrain
va s'adapter au terrain voisin. La conception qui va être dessus va s'adapter au terrain voisin. Puis si on vient répondre un petit peu à la question, ce que tu es en train de me dire, c'est que chaque terrain a son potentiel. Bien, chaque terrain a un potentiel. Tantôt, je parlais de riverain. C'est sûr qu'un terrain riverain, ça a une plus-value parce que c'est un terrain qui ne se développe pas. Il y a beaucoup de terrains, je pense entre autres, exemple, Chambéry. Oui. C'est des terrains qui se sont développés dans un champ. Le promoteur qui a développé ce projet-là avait une vision, puis sa vision n'était pas nécessairement une vision à long terme. Aujourd'hui, les gens qui habitent le quartier de Chambéry, c'est un quartier qui va mal vieillir. Les maisons ont un côté un petit peu... la vision de l'entrepreneur a fait en sorte que c'est devenu un projet, malgré les gros montants que les gens investissent, ça dénote un côté cheap. Les maisons ont une similitude entre elles. Ils ont des couleurs inadaptées. Ils ont souvent trop de couleurs. Donc, on a l'impression de rentrer dans un endroit où il y a une incohérence. Tantôt, je parlais d'émotion. L'émotion de ce projet-là est pas bien. Il y a des bâtiments en hauteur, il y a des bâtiments bungalow, il y a des bâtiments cottage, multilogements et tout, dans le même endroit. Il n'y a pas eu de contrôle de long terme dans ce projet-là. Ça, c'en est un exemple, à mon avis, que c'est pas un bon site. C'est malheureux parce que, dans le fond, ça aurait pu être un bon site. Ça aurait pu être planifié en fonction de créer une zone de bâtiment à hauteur, de zone de bâtiment tant de pieds carrés, et avec une certaine finesse de forme qui fait en sorte que les maisons auraient bien vieilli. Aujourd'hui, c'est un projet qui a peut-être, je ne sais pas, là, environ une douzaine d'années, puis sur le lot, dans ce projet-là, il y a peut-être, je ne sais pas, là, 10 % de belles maisons. C'est comme malheureux, là, parce que ça a comme mal, ça a mal parti. C'est sûr et certain que, tu sais, il y a des projets où est-ce que les développeurs ont pensé à, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était quoi le besoin dans ce temps-là, dans le marché. Ils ont répondu à une certaine demande. Ouais. Puis moi, ce que je pense que les développeurs, constructeurs devraient de plus en plus intégrer, c'est pas de répondre à la demande présente, mais de répondre à la demande présente et future. Oui. Essayer de créer un modèle qui peut facilement être adapté et grandir avec le temps. Oui. Puis ça, je pense que dans l'histoire, en fait, de l'immobilier, de la construction, là, depuis, je te dis Moyen-Âge, j'ai l'impression que quand on était dans le Moyen-Âge, qu'on était dans les époques beaucoup plus anciennes, on avait des constructions qui étaient capables d'être adaptées dans le temps. Plus les gens ont commencé, l'être humain, en fait, avec les siècles qui ont avancé, plus il y a eu de la création d'argent, plus les gens ont été capables de voir leur propre maison, plus on est allé chercher des coûts plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à des coûts de construction qui sont... C'est sûr que certains constructeurs, oui, trouvent encore les coûts de construction chers, mais c'est pas les coûts de construction qui sont chers, c'est le modèle que l'être humain a créé aujourd'hui. Tu as parfaitement raison. Puis on est en train de créer un certain type d'architecture qui peut pas nécessairement grandir avec nous. Je te donne un exemple. Les maisons ancestrales sont là depuis 400 ans, 500 ans. Il y en a qui sont là depuis encore beaucoup plus longtemps que ça. Mais est-ce qu'une maison bâtie au Québec sur le modèle des maisons construites dans les années 70 sera là dans 150 ans? Elle ne pourra pas s'adapter. Puis, si on parle un petit peu d'environnement, puis on parle un petit peu c'est la question en ce moment dans le marché. En 2024, on se pose toutes les questions sur comment faire pour pouvoir respecter l'environnement, intégrer la durabilité, intégrer les normes environnementales. Bien, ça, c'en est une norme en intégrant des produits qui vont pouvoir... Oui. Souvent, je me rends compte, là, dans le monde de l'architecture, les gens, que ce soit un technologue, un architecte ou les dessinateurs, c'est que les gens vont prendre mot à mot ce que les clients veulent.
Ouais. Puis ce que ça crée souvent des maisons incohérentes. Par expérience, les gens, quand ils arrivent à mon bureau, ils sont un peu excités parce que là, ils veulent réaliser un rêve. Puis, ils ont des cartables de photos et des Pinterest des exemples de qu'est-ce d'idées. qu'ils veulent. Ils me déballent tout ça. Puis, je me rends compte qu'il y a des dessinateurs qui vont prendre mot à mot tout ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est pas nécessairement ça. L'idée, c'est de comprendre leur goût et de filtrer dès le départ où est-ce qu'on va aller. Le rôle d'un concepteur à long terme, c'est d'arriver avec une solution qui va faire en sorte que la maison va être cohérente dans le temps. À un moment donné, il y a des solutions qui sont efficaces, il y a des idées que les gens ont. Un couple, un homme a un désir d'une maison, la dame a ses désirs à elle. Il faut jongler avec ça, puis il faut arriver avec une solution qui va être efficace pour eux et efficace pour le futur acheteur. Définitivement, définitivement. Souvent, les projets éphémères qu'on peut appeler, c'est des projets où ce que les gens ont fait ce que les gens voulaient, puis ont réalisé le produit. Puis là, aujourd'hui, on se ramasse avec des maisons... Bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les quartiers des grandes villes, Montréal, Laval, Longueuil. C'est juste ça, là. Absolument. C'est des maisons qui ont été adaptées à monsieur, madame, tout le monde, qui sont aujourd'hui pas nécessairement adaptées aux prochains acheteurs. Puis les constructeurs, développeurs sont en train de se rendre compte qu'ils font un modèle. Puis un modèle, c'est pas nécessairement avoir les mêmes plans pour tout le monde. Non. C'est chaque projet doit avoir son cachet. Avec une vision, tout simplement. Exactement. Moi, j'aimerais ça savoir, Mario, dans ta carrière, c'est quoi le projet que tu as réalisé dont lequel tu es le plus fier ou lequel que tu as le plus aimé travailler, développer, dans le fond? C'est sûr que dans mon domaine, j'ai eu la chance de travailler avec des projets qui étaient quand même de qualité supérieure. Ouais. La clientèle que j'ai eue, ça l'englobe peut-être là, 1% de Québécois, propriétaires d'entreprises, des professionnels. Puis, j'ai toujours eu la chance de travailler avec une certaine ouverture. Les gens qui m'ont engagé, c'est des gens qui m'ont fait confiance. Puis à partir de là, je travaille avec eux. Je dirais que pas mal tous mes projets ont eu un certain succès. Oui, c'est sûr. Parce que je me suis impliqué. J'ai pas un projet comme tel là, que je pourrais dire, là, c'est le projet. Là. Ça s'est toujours fait dans une harmonie. Puis, ma façon de travailler est un peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Dans le monde de l'architecture, souvent, tantôt je disais que les gens sont excités, ils déballent leurs trucs, puis les architectes vont prendre note de leurs besoins. Ils vont expliquer aux gens, on va vous rappeler, on va vous présenter des exemples, des croquis, des esquisses. Ma façon de faire est un peu unique, c'est que j'écoute les gens, j'ai le plan du terrain, j'ai la topographie du site, j'ai l'orientation du soleil, j'ai les périmètres, j'ai la grille d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Puis, on discute. Les gens me parlent de leurs rêves, de leurs projets, je les écoute. Puis, tranquillement, à un moment donné, lors de la conversation, je leur pose la question, est-ce que vous aimeriez voir le setup intérieur? Puis là, évidemment, les gens ont comme, ben oui, on aimerait voir l'intérieur. Je prends une feuille blanche, puis je dessine les pièces qu'on a préalablement parlé, au niveau là, des espaces, au niveau des quantités de pièces, 3 chambres, 2 chambres, garage double, garage simple, peu importe. Je dessine des blocs d'intérieur. Puis là, on jase ensemble. Puis là, il y a comme une synergie qui se crée. Puis à partir du moment qu'on a une cohérence d'espace, je leur propose je leur dis, est-ce que vous aimeriez voir la façade de votre maison? Puis là, évidemment, les gens se regardent, puis ils se disent, ben oui, on aimerait ça voir l'intérieur. Je prends une feuille blanche,
Puis, avec mon plan d'intérieur, j'ai déjà mes décrochés, donc je suis en mesure de développer l'extérieur. Ce document-là, extérieur, c'est un document qui est fait à main levée, devant les gens. Quand le layout est intéressant au niveau à la mine, parce que quand je dessine l'intérieur, c'est toujours à la mine, puis quand tu dessines à la mine, c'est un dessin qui peut se modifier, parce qu'on peut effacer, on peut agrandir, on peut bouger. Là. Un coup qu'on a statué sur l'intérieur, je dessine l'extérieur à la mine, puis un dessin à la mine, c'est un dessin qui n'est pas nécessairement visible. Il manque un peu d'émotion, parce que là, on a de la difficulté à comprendre les décrochés, les avancées, les reliefs. Donc, pour lui donner un effet d'émotion, je prends mes crayons feutres et je dessine au feutre tout de suite. Mais quand on dessine au feutre, on ne peut pas nécessairement effacer parce que là, on va nuire à la qualité du dessin. Donc, je dessine au feutre la maison, je mets l'aménagement, je mets les ombrages, puis un coup que le dessin est terminé, je prends la feuille et je leur présente à tout coup. C'est un produit qui devient... Je dirais, là, il y a beaucoup d'émotions quand que ça se fait. C'est sûr et certain. L'émotion est forte, puis le produit devient leur produit à eux, devient une possession, devient c'est comme si on venait de créer un bébé devant eux. C'est sûr. C'est particulier là, comme sentiment, puis les gens sont comme bouche bée. C'est sûr. Puis là, ça devient c'est une étude de volume. Ensuite, je leur dis... On va travailler les esquisses avec ça. On sait où est-ce qu'on s'en va, on a les grandes lignes. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les dessins à l'échelle pour être sûr que tout est cohérent. Puis, un coup qu'on a fait les dessins à l'échelle, vous allez être en mesure de faire des modifications parce que là, on sait combien de pieds carrés qu'on a, on sait la dimension, on a les grandes lignes exactes. Puis là, les gens, on fait les esquisses, puis après ça, on fait nos plans adaptés avec les bonnes choses. Ça devient des maisons uniques, ça devient des maisons adaptées à eux. Même s'il y avait plein d'idées, on a fait un filtre de leurs idées pour arriver à une solution qui fait en sorte que la maison est cohérente pour eux à l'instant d'aujourd'hui. Puis la vision que j'apporte, c'est une vision à long terme. C'est une vision qui va faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, si les gens décident de revendre la maison, mais il va y avoir un intérêt. Il va y avoir un coup de cœur plus large que si on avait fait une maison vraiment adaptée et personnalisée pour eux. Exactement. Ça, c'est le fun parce que aussi, c'est un service qui peut être le fun pour les développeurs de terrains résidentiels. Ah, bien, c'est sûr. Parce que dans le marché du développement, il y a beaucoup de développeurs qui ne sont pas des constructeurs. Il y a des développeurs qui vont aller acheter des terrains, qui vont les développer, les subdiviser, les revendre à des particuliers qui, eux, les particuliers, vont pouvoir faire affaire avec ce type de service-là. Mais il y a aussi autre chose. Mais je fais une parenthèse. Ce genre de projet-là, ça s'est développé beaucoup. Puis quand c'est rendu où ce que le promoteur fait des subdivisions, puis, exemple, autorise des autoconstructeurs, c'est là je te laisse aller parce qu'on s'en va on se cale. Là. On se cale, mais c'est ça qui est le fun. Oui. On se comprend, puis ça, c'est le fun parce que c'est intéressant. Oui. Parce que quand on voit beaucoup de clients qui recherchent des terrains pour autoconstruction, il y en a de moins en moins des terrains pour autoconstruction. Puis quand il y en a, c'est parce qu'ils sont dans des secteurs qui sont très éloignés ou est-ce qu'il n'y a pas des services de proximité. Mais on devrait de plus en plus ouvrir un petit peu cette porte à l'autoconstruction. Puis, il y a aussi d'autres projets. Il y a des projets intégrés. Bien, il peut y avoir de l'autoconstruction, mais avec une ligne directive. Exactement. Puis les lignes directives, là, on a beau écrire un règlement qui dit ça te prend tant règlements de zonage. Tant de maçonnerie, tant de ci, tant de ça. Mais dans la vraie vie, là, c'est... Je peux choisir la brique que je veux, puis le voisin à côté aussi, puis finalement, c'est pas cohérent. Exactement. Je pense qu'il devrait un architecte, un type attitré qui
a une vision globale du projet. Tu veux dire ça par municipalité? Bien, par projet, oui, exactement. Il y a un projet qui se développe, peu importe, que ce soit des tours, que ce soit des unifamiliales, que ce soit n'importe quoi. S'il y a une cohérence, une vision globale, ça risque de devenir intéressant. Ça risque de devenir avec une certaine cohérence. Mais tu vois, on le voit de plus en plus dans les projets intégrés. On le voit de plus en plus dans les projets intégrés. Certaines municipalités, certaines villes vont de plus en plus demander à ce qu'il y ait des projets intégrés, justement pour essayer de rentrer la cohérence dans le développement et surtout pour pouvoir avoir une urbanisation des villes qui est de plus en plus cohérente, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'aime moins quand on s'adresse dans le pur résidentiel. Dans les projets de développement de terrain purement résidentiel, c'est un petit peu compliqué parce que ce que ça donne comme résultat, c'est que ça donne des projets immobiliers purement résidentiels pour une maison unifamiliale ou bifamiliale, mais le fait que c'est un projet intégré, on oblige l'acheteur à à acheter la maison et se faire construire par le constructeur. Ça donne des maisons en rangée ou des maisons unifamiliales qui se ressemblent toutes, mais il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de... Absolument. Il n'y a pas de différence. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au niveau de la revente, le jour où ces gens-là ont acheté le terrain, ont construit avec ce constructeur, 10-15 ans plus tard, ils veulent remettre cette maison-là en vente, bien, tout le monde va se vendre au même prix. Absolument. Puis tout le monde va être pareil. Puis ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que la personne qui, elle, a acheté la maison, puis on revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, puis a fait des améliorations domiciliaires qui sont des améliorations domiciliaires de haut de gamme, elle peut plus augmenter sa valeur. Et on revient au problème de tantôt. Exactement. Donc ça, tu vois, c'est un tout. C'est un tout. L'architecture, en fait, c'est comme le point principal du développement immobilier et le point principal du futur aussi. Donc, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense ici, les points qu'on a apportés aujourd'hui vont énormément aider les développeurs à mieux analyser le futur, à mieux analyser leurs produits. Mais il y a une des questions que j'aimerais te poser aussi, Mario. Moi, j'aimerais savoir comment toi, en tant que concepteur architectural, tu vois ta collaboration avec les développeurs immobiliers. C'est quoi la chose que tu peux apporter? On en parle un petit peu depuis tantôt, la cohérence, mais un concepteur architectural, c'est quoi la plus-value? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les défis aussi des développeurs immobiliers qui sont les défis financiers. Un développeur doit, surtout si c'est un développeur-constructeur en même temps, il faut qu'il soit capable de rentabiliser. Le concepteur architectural, est-ce qu'il est capable non seulement de rendre un produit cohérent, mais aussi potentiellement rentable? Absolument, absolument. C'est une vision. C'est une vision. Quand la vision est belle, c'est, tu sais, dans le fond, là, peu importe, dans n'importe quoi, là, que ça soit beau ou que ça soit laid, ça coûte à peu près le même prix. C'est vrai. Donc, si ça a été pensé dans une vision globale, avec une certaine qualité, automatiquement, le projet va devenir intéressant. Puis si le projet devient intéressant aujourd'hui, il y a des bonnes chances qu'il va devenir intéressant demain et après-demain. Donc, il s'agit juste d'élargir l'opportunité à avoir un concepteur, de mandater un concepteur pour qui ait le contrôle du... Souvent, on engage un banquier pour gérer nos finances. Exactement. Je pense que les développeurs devraient mandater un visionnaire pour leur projet. Puis le visionnaire... Mais souvent, ils sont visionnaires aussi, les développeurs. Oui, mais ils sont visionnaires dans leur propre domaine. Il faut aller plus loin. Il faut tu sais, dans le fond, là, je fais une référence là, mettons, aux voitures. Oui. Les voitures. Toi, tu es un grand amateur de véhicules, je le sais. J'adore les voitures. Puis on regarde, je fais un exemple, là, les Corvettes. Oui. Ça fait des années que ça existe, des Corvettes. Puis il y a eu des phases où ce qui était belle, mais il y a eu des phases qui n'étaient pas belles. Oui. Là, on est dans une période qui ne sont pas belles. On est dans une période où ce qu'une Corvette ressemble à un Goldorak. Personne ne veut rouler en Goldorak. C'est vrai.
Puis ils ont travaillé fort, là, on s'entend. Là, on parle d'une marque de voiture qui date depuis plusieurs années. Puis c'est ceux qui achètent ces voitures-là, c'est des fanatiques de ça. Oui. Puis aujourd'hui, à mon humble avis, ces voitures-là ne pourront pas bien vieillir parce qu'elles ressemblent... C'est comme une caricature. Pourtant, elles ont coûté super cher à être conceptualisées. Oui. Il y a d'autres voitures que on fait une référence aux Porsche, les 911. Oui. Quand ils ont dessiné la 911, probablement qu'ils ne savaient pas que 60 ans plus tard, elle aurait le même look. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont gardé la noblesse de l'auto. Puis aujourd'hui, les 911, c'est les voitures qui se gardent le plus longtemps. La valeur, oui. C'est que dans le fond, on peut retrouver des vieilles 911. Oui. Les gens sont fiers d'avoir ça. Définitivement. Pourquoi ils sont fiers? Parce que c'est une belle ligne. Mm-hmm. La ligne est noble. Dans l'habitation, c'est la même chose. Si on a une maison, souvent je dis aux gens, mettez des vraies pierres naturelles. Mm-hmm. Là, les gens, oui, mais ça coûte cher. Vous êtes mieux de mettre peu de pierres naturelles qu'une façade en fausse pierre. On parlait de quartier Saint-Laurent tantôt. Là. Oui. C'est toutes des fausses pierres qu'il y a là. C'est toutes des façades, imitation pavé uni. Oui. On s'entend là, que c'est pas noble. Là. On aurait été mieux dans le règlement d'exiger un revêtement de déclin ou un stucco, peu importe, avec des pierres naturelles. En 10 pas 100 Ça aurait coûté similairement le même Oui, prix. puis il y aurait eu une émotion. L'autre fois, je me promenais en véhicule avec quelqu'un, puis il tripe sur l'architecture, puis il me parlait il est assez connaissant au niveau des maisons. Là. Oui. Puis là, à un moment donné, on a fait un parallèle. C'est que toutes les maisons qu'il aimait, c'était souvent des maisons qui avaient des pierres naturelles. Mais il ne savait pas. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Bien, c'est que ça dégage une émotion. Une pierre naturelle, c'est noble. Il n'y en a pas deux pareils. Il y a comme une belle émotion. Souvent, je disais à mes clients, je leur disais, on va mettre peu de pierre, mais on va mettre de la vraie pierre. Puis on va mettre des portes, on va investir sur la porte de façade, parce que c'est l'accueil. Oui. Quand on rentre puis que c'est beau, c'est invitant. Oui. Donc, j'accède dans cette démarche-là, puis encore aujourd'hui, ces maisons-là qui ont été dessinées il y a 30 ans, bien, ceux qui ont des pierres naturelles et des portes de bois, bien, c'est des maisons qui sont encore belles. Encore belles. Moi, j'ai une petite question pour toi. Dans un développement multilogement, là, je sais que tu en vois tous les jours, quelle est l'erreur que tu vois qui revient dans les développements multilogements qui, à ton avis, devrait être évitée? Et quelle serait ta solution qui ne serait pas nécessairement plus coûteuse? Tu sais, quelque chose là, qui te dérange, que tu vois dans les immeubles multilogements. C'est le trop de couleurs. OK. Les promoteurs, souvent, ils vont faire des bâtiments flash. Oui. Puis des bâtiments flash, on perd On le voit beaucoup sur la Rive-Nord à Laval. Exactement. Des immeubles qui ont des façades avec 3 sortes de gris, du noir en haut sur la toiture, puis des portes jaunes. Moi, j'ai vu un immeuble comme ça, construction 2021, si je me souviens bien, sans faire d'erreur. Puis, je le regardais. Là, en 2024, il y a 5-6 projets qui se sont faits à Laval, juste à côté. Il n'y a plus de sens. On en a un ici, on est sur Robert Bourassa. Oui. Ici, en plein centre-ville de Montréal, et Saint-Paul et Robert Bourassa. Si tu vas juste en arrière, tu le regarderas en sortant. Il y a un immeuble gris, juste après le Duc, un immeuble gris avec des balcons qui sont jaunes. L'immeuble a été construit en 2020. Les déclins de jaune sur les balcons sont déjà en train de ternir et changer de couleur. Ça, pour moi, on aurait pu utiliser un matériau qui peut-être coûterait le même prix. Là. Tu sais, dans le bon vieux temps, on utilisait du fer pour faire les balcons noirs, bien simples. Mais il aurait bien vieilli, ce matériau-là, versus un déclin jaune. Mais ça, c'est l'exemple. Là. Le beau coûte le même prix que le lait. Oui. Exactement. Oui. Puis ça, dans le fond, là, la journée que ça s'est décidé qu'on va mettre des balcons jaunes, probablement que entre eux, ils se sont dit, bien, on veut que notre bâtiment se démarque, on va mettre des balcons jaunes. Oui.
Mais c'est cette décision-là qu'il n'aurait pas... Il aurait fallu qu'il y ait un ange gardien qui leur dise, attends, OK, c'est correct, on comprend qu'on veut que ça se démarque, mais c'est pas la solution à prendre. Définitivement, définitivement. C'est vrai que ça, c'est des points qui sont tellement importants, puis des fois, ça vieillit mal. Quand on vient revendre le projet, le développeur construit jour 1 et vend son projet. Constructeur arrive, construit le projet, il travaille sur ce que l'autre a fait avant lui. Puis le constructeur qui va construire va revendre à un investisseur. C'est une ligne, c'est un cercle, c'est une table tournante. Exactement. Fait que moi, là, il faut que je travaille pour toi, puis toi, il faut que tu travailles pour le projet qui s'en vient en arrière de toi. Parce qu'au final, si on est capable de travailler tout le monde, des professionnels du développement, de A à Z, du départ de l'acquisition du terrain raw et from scratch, jusqu'à temps que ça arrive dans les mains de l'investisseur qui, lui, va revendre son projet, bien, au final, on travaille main dans la main et l'un pour l'autre. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Énorme. Exact. Puis plus l'acteur principal a bien fait son travail et a eu une vision qui a été de plus en plus étudiée, pensée et réfléchie, non seulement axée sur l'urbanisation, sur l'environnement, sur l'intégralité de la durabilité des matériaux, bien, au final, on se retrouve avec des investissements qui vont continuer à garder leur valeur. Puis ça, on a un gros problème, Mario, dans le marché immobilier actuellement. On a un problème où est-ce qu'on voit des immeubles qui ont atteint leur valeur. On ne peut plus aller chercher de valeur. Et où est-ce que des immeubles qui n'arrivent pas à être au même marché que d'autres immeubles. À Montréal, ça, c'est un très gros... C'est une ville où est-ce que cet exemple-là, tu vas le trouver dans toutes les rues. On a des immeubles qui ont coûté des millions de dollars, des tours qui ont été bâtis, mais qui ont atteint un seuil où est-ce qu'on n'est plus capable de réadapter au marché actuellement. Puis tout ça vient de quoi? Vient du terrain, le jour où elle a été bâtie. Donc, c'est fou, hein, quand on y pense. Là, il y a comme une suite. C'est une suite. Il y a une suite, il y a eu un manque à quelque part. C'est une chaîne. Et cette chaîne-là, tout acteur qui va travailler dans ce projet-là à n'importe quel moment, puis même le courtier, Mario, le courtier immobilier qui est là en arrière du projet, là, à quel moment il y a des courtiers? Le courtier peut vendre le terrain, mais le courtier, en vendant le terrain à un acheteur, peut influencer la destination qu'il va y avoir sur ce terrain-là. Absolument. Donc, lui aussi est un acteur qui est très important dans la suite du projet. Jour 1, moi, j'ai un terrain à vendre. Je donne encore l'exemple de ton terrain. Si moi, je pousse un acheteur à redévelopper le site, bien, je suis en train de pousser à ce que ce site-là, dans 50 ans, soit un site redéveloppé avec peut-être un bâtiment qui va peut-être accueillir cinquantaine, soixantaine de portes. Donc là, j'ai influencé à quelque part. L'acheteur qui va acheter va aussi développer le projet, etc. Les courtiers vont revenir à plusieurs étapes. Absolument. Parce que le courtier vend le terrain. Moi, aujourd'hui, je vends le terrain à développer. Bien, peut-être que le constructeur, le développeur va réengager un autre courtier dans 3-4 ans quand le projet va être bâti pour revendre un projet prêt à bâtir ou un projet construit. Donc, tous les acteurs du développement d'un terrain, à partir du moment que c'est un terrain jusqu'au résultat, vont jouer un rôle important. Absolument. Donc, travailler main dans la main et travailler en pensant. Tu sais, puis moi, j'aime ça dire que tous les acteurs, il faut qu'ils pensent à qu'est-ce qui va se passer après. Moi, surtout que moi, je fais énormément de terrain, je me spécialise là-dedans, je joue un rôle important dans les transactions des gens, puis j'essaie toujours de me dire que va devenir ce terrain. Tu sais, des fois, j'ai des terrains qui sont vides. Il y a une grille des usages. Puis la grille des usages, bien, c'est moi qui donne les idées à mes clients. « Hey, la grille te donne le droit de faire ci, te donne le droit de faire ça. » C'est sûr et certain qu'en donnant l'idée aux acheteurs, aux acquéreurs et aux développeurs, bien, tu influences à quelque part l'urbanisation d'une ville. Je pense qu'il faut penser à ça. Je pense que chaque professionnel devrait avoir ça fait partie de l'intégrité, je pense. Oui, absolument. De penser à ça, de dire... Et puis, juste de laisser quelque chose. Exactement. Juste de laisser quelque chose. C'est une trace. Puis ces choses-là font en sorte qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir des villes qui sont en train de se développer un peu mieux qu'on développait il y a quelques années. Si on regarde les premières couronnes de Montréal,
Rive-Sud, Longueuil, puis Laval. Bien, on a des secteurs dans Longueuil puis dans Laval qui sont extrêmement mal développés, mal adaptés. Maintenant, on vient réparer les erreurs du passé avec les nouveaux projets, avec les nouveaux quartiers, puis en commençant petit à petit à forcer les projets intégrés, les PPC-moi, les PIA, où est-ce qu'on vient dire « Hey, stop, là, puis on essaie de ralentir cet étalement urbain et on essaie de demander aux développeurs de redévelopper en densité et arrêter l'étalement. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être évité avec des concepts architecturaux, des pensées d'avance. Absolument. Ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est comme, on a eu une journée où est-ce qu'on a parlé un peu de l'histoire du terrain. C'est comme, tu as été un petit peu notre historien, Mario, aujourd'hui. C'est le fun, c'est le fun. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quoi qui a été ton plus grand défi dans les développements de terrain? Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de défi comme tel parce que les gens qui venaient me voir avaient déjà fait l'achat de leur terrain. Je n'ai pas eu le contrôle sur « vous devrez aller Mais dans le développement, peut-être que tu as conceptualisé des propriétés ou est-ce que tu as eu des gros défis, là? Bien, les défis sont en lien avec les grilles d'usage qu'on a. Puis, mon rôle n'est pas de changer la grille d'usage, c'est de l'adapter. Bien, justement, en l'adaptant. Puis, dans le fond, tout se crée. Si j'ai une grille d'usage qui respecte une certaine hauteur, mon rôle de concepteur, c'est de jouer avec cette hauteur-là. Donc, à un moment donné, la Ville de Lorraine avait justement une réglementation qui disait qu'on ne doit pas dépasser telle hauteur. Puis, il y a eu une époque où on faisait beaucoup de manoirs, de châteaux. Puis, souvent, les châteaux sont élégants quand les toits sont hauts. À un moment donné, j'avais rencontré des gens de la Ville, puis je leur avais dit, on pourrait avoir une clause qui dit, si on a un terrain de telle largeur et une façade de telle largeur, on peut se permettre un pourcentage plus haut que le voisin pour créer un amalgame dans la rue intéressante. Puis il avait accepté bon, c'était un défi qui a été résolu, mais en général, on deal avec ce que les... J'aime ce que j'entends, Mario. Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un me dit « moi, j'ai pas de défi, moi, je travaille avec ce que j'ai », bien, au final, c'est ça la réussite. Bien oui, c'est de jongler. Parce que dans le fond, le rôle d'un concepteur, c'est de trouver des solutions. La première chose, c'est de trouver des solutions. Exactement. Puis c'est d'écouter, puis de voir les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre mieux. Parce qu'un coup, ça a été absorbé, puis tu te dis, bon, ben OK, on n'a pas le choix, on deal avec ça. On va... L'autre fois, c'est drôle parce que je travaillais sur un projet, c'est des gens qui ont fait une démarche avec une firme pour rénover leur chalet. Puis, ils ont demandé à leur constructeur, le gars est dans le domaine commercial, il engage souvent un entrepreneur commercial pour bâtir ses bâtiments. Il demande à son constructeur, j'ai mon chalet, j'aimerais l'agrandir. Qu'est-ce que je peux faire? Le bâtiment, à l'époque, il a été conçu dans un certain enlignement avec le parallèle du terrain, puis il y avait il était croche un peu. Puis, les lois ont changé, les lois ont été moins permissives, donc, aujourd'hui, si on démolissait la maison complète, il y avait comme un triangle qu'on ne peut plus reconstruire. C'est un droit acquis. Ça, je voulais que tu t'en ailles là parce que tu me l'as compté il y a 2 semaines. Puis cette situation-là a fait en sorte que le constructeur a suggéré au client, bien, il faut que tu gardes ta maison dans cet angle-là, puis on va rajouter ton garage là parce que c'est la seule place qu'on peut le faire. Puis, il a fait un scénario. Bien, le client a pris le scénario, a mandaté une firme de design pour faire le concept intérieur. La personne a fait le concept intérieur, puis les clients ont travaillé là-dessus. Travaillé longtemps, travaillé
un an et demi, 2 ans là, sur un projet. Puis ils me demandent, est-ce que tu pourrais nous faire la façade du bâtiment? Puis là, je leur dis, ouais, je peux faire la façade du bâtiment, mais en général, un concepteur s'occupe de faire tout, l'intérieur, l'extérieur, pour avoir une cohérence. Puis là, elle dit, ah, ben, on a déjà notre intérieur. Puis là, je lui dis, bon, ben écoute, j'aimerais voir ce que tu as. Elle m'envoie les documents. Puis là, je me rends compte qu'il y avait un bout de terrain là, qui était comme... perdu. Perdu, puis si on le démolit, on le perdait. Mais dans le fond, l'idée première était de tout démolir puis de recommencer parce qu'ils ont travaillé fort pour garder le droit acquis qui correspondait à peut-être, en pieds carrés, peut-être là, 30 pieds carrés. Mm-hmm. Là, on parle d'une maison de 1500 pieds carrés au sol, plus les garages, plus l'étage. 30 pieds carrés, c'est rien, là. Ben oui. On est mieux d'enlever le 30 pieds carrés puis de construire selon les marges acceptables puis de revoir la conception adaptée. Oui. Puis dans le fond, ça a été l'exercice de trouver une solution. Là, dans le fond, les gens n'ont pas fait d'analyse. Ils ont écouté mot à mot ce que le client voulait. Mais le client, lui, il ne sait pas, là. Il mandate une firme. La firme a dit, bien, tu as un droit acquis, là, si tu démolis, tu le perds. Oui. Là, ça l'a resté. Ça l'a resté dans le béton, puis ils ont travaillé imagine le temps, là. Mettons 1 an et demi de travail. Oui. Ils ne sont pas satisfaits, ça tourne en rond. Les soirées de discussion, les journées de perdu. La perte d'argent. C'est énorme. Ouais. Là, à un moment donné, quand elle m'a envoyé les plans, je lui dis, écoute, il y a une lacune qui est là, il y a une lacune qui est là. Il y avait beaucoup. Parce qu'à un moment donné, quand tu pars mal, tout le restant se suit. Puis là, à un moment donné, à cause de ça, tu as des répercussions un peu partout qui se transmettent. Puis là, évidemment, bien, instantanément, quand j'ai vu le document, je dis, écoute, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Là, elle me disait, là, Mario, es-tu en train de me dire qu'il n'y a plus rien de bon? Bien, c'est un peu ça. Vous avez travaillé fort pour pas grand-chose. C'était quoi ta solution? Bien, la solution, c'était tout simplement de repenser le bâtiment. On parle du même nombre de pieds carrés, d'éliminer le triangle qui était inutile de 30 pieds carrés, puis de concevoir une maison qui rentre dans les lignes. Adaptée à la topographie du terrain. À la topographie et à l'orientation, parce que le garage, finalement, c'était pas là qu'il allait, il devait aller là, parce que le soleil, la course, faisait en sorte que c'était important d'avoir une fenêtre qui donne de la luminosité à l'intérieur. Donc, les points que j'ai... Dans le fond, c'est des solutions. Les solutions adéquates que j'ai apportées, mais c'est pour le bien-être des résidents, le bien-être de l'environnement, le bien-être de l'investissement. Parce qu'au départ, je leur ai demandé, vous avez un budget de combien pour construire votre projet? Bien, tu sais, Mario, là, ça va coûter 2 millions, là, faire tout ça. Je vois 2 millions, c'est quasiment dommage de mettre 2 millions d'un endroit où on a des contraintes en partant. Juste en dessin, c'est énorme. C'est énorme, là. Donc, on est mieux de repenser une solution qui est efficace, qui est cohérente, qui va coûter le même prix. Ouais. Parce que c'était ça la finale de ça, c'est que le bâtiment, il est beau, il coûte la même chose que l'autre, qui donne l'impression que c'est une rénovation qui a été faite d'année en année. Exact. Là, on arrive avec une solution là, qui est charmante, qui est élégante, puis qui traverse le temps. Là. Si on aurait, dans le fond, un conseil que tu pourrais donner aux développeurs ou aux constructeurs, ce serait quoi ton meilleur conseil? De prendre le temps, de faire une analyse. Je le fais aujourd'hui, mais dans 15 ans, ça va donner quoi? Parce de projeter. De faire une projection. De faire une projection, puis d'y aller avec une globalité et non de ce qu'on a de besoin aujourd'hui. C'est de faire en sorte là, de créer des projets qui vont durer dans le temps. Excellent. Je pense que c'est un gage de succès là, quand on le fait pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Excellent. C'est un gage de succès. Puis, pour terminer, moi, j'aimerais ça savoir, puis je pense que nos internautes qui vont nous suivre aussi, comment tu vois les tendances du marché dans le futur? Comment tu vois le monde du terrain
dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme tendance? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, je pense que les projets de cottage, bungalow, c'est un peu terminé. OK. Là, je pense que les projets vont se développer en hauteur. C'est des projets qui vont se développer dans le fond, les villes veulent densifier, puis on s'en va dans cette direction-là. Le souhait pour ces promoteurs-là, c'est de créer des bâtiments, parce qu'on s'entend, là, bâtir une tour, c'est une fortune en investissement. Donc, autant mettre les sous au bon endroit pour créer quelque chose avec une certaine cohérence. Mm-hmm. Et les villes devraient avoir un œil critique au niveau de ce qui doit être fait. Mm-hmm. Dans le fond, c'est les villes qui devraient mandater des professionnels avec une vision globale. C'est eux qui devraient aligner, puis souvent, ils écrivent des règlements, mais c'est pas écrire un règlement qui fait la différence. Ça peut être interprété de tellement de façons différentes. Quand tu le lis, qu'à un moment donné, on se perd là-dedans. Là. Les villes devraient... Bien, ça, c'est un problème majeur c'est un gros problème. Mario. L'interprétation des règlements municipaux pour le développement des projets. On a, en transaction immobilière, en plein vente de projets, bien, c'est nos plus gros défis. On a des fois le vendeur qui comprend une interprétation, qui met un projet en vente, puis là, tu as l'acheteur qui arrive, puis qui a le règlement, puis que lui a une autre interprétation. En plein transaction, des fois, on doit régler ça. Exactement. Un moment donné, on parlait là, avec une municipalité là, de changement de zonage. Puis là, je leur ai demandé, OK, c'est quoi la vision globale du projet? Ce qu'on m'a répondu, c'est, en principe, c'est le premier qui va partir qui va lancer le bal. J'étais un peu... on entend souvent ça. Déçu de sa réponse parce que c'est impossible, on ne peut pas faire ça, là. Ça, c'est comme une roulette russe, là. Tu peux pas faire ça, là, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est bien souvent ça qui arrive, puis c'est ça qui dicte aussi la capacité des réseaux publics. Oui. Dans des villes, j'ai eu une transaction récemment où est-ce que la ville nous a dit, tu sais, on a demandé, la capacité des réseaux est à combien actuellement? On nous a dit, on a une capacité encore pour 200 portes. Puis là, on a dit, admettons que le projet ici va dépasser 200 portes. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà prévu pour, dans le fond, l'augmentation de la capacité des réseaux? Puis ce qu'on a eu comme réponse, c'était, ça va dépendre des projets qui vont s'en venir. Donc, il n'y a pas d'urbanisation prévue dans les villes pour préparer les villes à absorber la population qui est grandissante. D'où la crise du logement actuelle. On a une crise du logement en ce moment au Québec, mais on n'a pas d'institutions qui sont préparées pour pouvoir travailler sur la démographie pour préparer l'avenir. Ça, je pense que c'est un problème. C'est pas quelque chose pour les développeurs ou les constructeurs, c'est beaucoup plus haut. Je pense que c'est politique. On devrait commencer à comprendre que avoir un pays comme le Canada, une province comme le Québec, qui est en train d'accueillir une population grandissante à chaque année, il faudrait qu'on ait des urbanistes spécialisés dans la préparation de l'urbanisation du Québec. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Puis qu'on ne laisse pas la décision de la capacité des réseaux à une municipalité et à ce que cette municipalité aille se battre avec des ministères pour pouvoir avoir des subventions pour aller chercher des fonds parce que là, il y a un développeur qui veut faire 400 pas. Non. Il faudrait que ce soit déjà prévu. Aujourd'hui, toi et moi, Mario, on a fait l'histoire du terrain, puis on a fait un petit peu de politique. Ça, c'est le fun, parce que c'est, au final, les défis des développeurs, les défis des constructeurs, c'est ça. Mais c'est ça, la conception. La vision, c'est ça. Là. Exactement. C'est tout simplement ça. C'est de la vision, puis c'est aussi, de se projeter. En fait, le terrain, c'est un point A. Puis, il y a un point Z. Puis, pour se rendre, puis pouvoir arriver au point Z, bien, il faut être capable de passer chaque étape correctement en prévoyant la prochaine étape. Puis ça revient non seulement en commençant avec le terrain, mais en commençant aussi avec la gouvernance qui fait en sorte
qu'on puisse avoir un milieu de vie beaucoup plus adapté à l'être humain, qui se rapproche des besoins de l'humain et qui va grandir avec lui. Oui, absolument. Est-ce que tu as un message, Mario, à tous les développeurs, les constructeurs de terrain là, que tu voudrais passer aujourd'hui avec nous? Moi, je pense qu'il y a des solutions. Dans le fond, les solutions, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Oui. C'est ça, c'est ça que le message que j'aimerais que les gens comprennent, c'est tout projet doit se faire avec une vision. Puis cette vision-là, on ne doit pas recommencer. Là. La vision, normalement, quand on a une vision, là, on part de la première étape, deuxième étape, troisième étape, doit couler ensemble. Là. Oui. On ne doit pas revenir en arrière. Là. Une vision, normalement, là, c'est tu pars d'un projet, puis on va à terme, puis le résultat est cohérent et intéressant. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup, Mario, non seulement pour le partage que tu nous as fait aujourd'hui, pour les solutions que tu as partagées, puis aussi pour le concept que tu nous as partagé, qui est très important. Puis je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci.